Ouais, alors on va parler quand même dans les micros parce que du coup on va être enregistré. C'est pour que la rediffusion soit bien audible. On parle tous dans les micros. Monsieur, alors je sais que vous avez participé à plusieurs rencontres, donc du coup je vous le propose. Est-ce qu'on fait on refait la présentation du projet ou est-ce qu'on attaque direct sur la thématique du jour, qui est le paysage et l'environnement? C'est vous qui décidez. On attaque sur la thématique et donc du coup, Olivier, je te passe le micro. Et je peux vous passer directement le micro et dès que vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je pose des questions, je peux te donner. Oui, c'est Merci. Merci Ophélie pour la présentation. Je suis Olivier Collin, chef de projet sur le spécifique projet de construction d'une usine de production d'électrométhanol. Aujourd'hui, la thématique du jour, du soir, concerne l'intégration paysagère du projet ainsi que la biodiversité, la gestion de la biodiversité amenée par le projet. Je propose d'attaquer avec moi sur l'intégration paysagère du projet. Pour commencer sur le paysager, globalement, nous avons lancé une étude sur l'intégration paysagère avec plusieurs objectifs affichés. Tout d'abord, forcément, évaluer le site actuel, inscrit dans la plateforme au sud-ouest de la plateforme du pays. Tout d'abord, évaluer un écart entre initial et projet. Afin aussi d'avoir comme un objectif de réduire l'impact visuel touristique. Pour cela, travailler sur l'environnement immédiat du site. Je rappelle quand même un projet industriel, installation industrielle, on donnera les produits visuels juste après. Ce n'est pas anodin, mais nous tenons, et c'est notre troisième objectif, de vraiment afficher un équilibre entre cet écosystème industriel, ces installations industrielles, et un certain équilibre avec l'intégration paysagère et aussi biodiversité, le cas vous dira de mots, d'ailleurs, dans la deuxième partie du projet. Forcément, on est sur une installation industrielle, un certain nombre d'opérateurs futurs qui seront amenés à être sur le site pour les accueillir, différentes installations de travail, des bureaux. Et sur ces bureaux, vraiment, notre objectif souhaité, c'est de prévoir une architecture de ces bâtiments qui soit en adéquation avec le genre de bâtiment, et aussi qui soit représentatif de notre mission première de décarbonation. Pour cela, des bâtiments qui seront adaptés et qui seront bioclimatiques. Pour réaliser cela, nous avons une méthodologie qui est forcément d'analyser l'existant, analyser ce que nous allons mettre en place, et ensuite de concevoir en prenant en compte cette installation industrielle et cet aspect intégration paysagère. Donc commençons d'abord sur l'état initial, pour bien vous situer la zone. Donc nous sommes sur la parcelle qui est identifiée en rouge, sud-ouest de la plateforme des Roches-Roussillon, juste en face de Rubis Terminal, que nous voyons en bas à droite. De l'autre côté, nous sommes situés de l'autre côté de la route départementale 4 qui traverse la zone. Au sud, Trédi et ses incinérateurs. Et après, nous sommes directement dans la plateforme. Initialement, quand même, pour vous dire quelques mots sur cette parcelle, c'est une parcelle qui est une friche industrielle, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Depuis quelques années qu'il n'y a plus d'activité sur cette parcelle. Anciennement une carrière, un certain nombre d'activités qui ont eu lieu. Juste pour l'enregistrement et pour votre information, nous avons réalisé des études de sol, nous avons reçu les premiers résultats, nous avons aussi réalisé une étude sur le potentiel pollution qui a eu lieu avant. Nous avons les premiers résultats, qui sont tout frais, on n'a pas encore eu le temps de tout analyser. Il y a eu quelques petites choses, voilà. Études géotechniques et pollution du sol. Il y a quelques présences de il n'y a rien de très grave, on va dire.
c'est tout à fait représentatif d'une parcelle hein, qui a été en activité industrielle pendant quelques temps et qui depuis se laisse vivre. Prenez le micro. Voilà. Donc, Xavier Zopardi. Vous connaissez l'historique industriel de la plateforme? Il y a eu des industries ou ça a été que une carrière? Alors, à notre connaissance, et on en a discuté avec le GIE Osiris, qui est le gestionnaire de la plateforme, nous avons connaissance du passé historique de Gap. Avant, je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose, mais on pourra se le refaire confirmer si besoin. Donc, comme je le disais en objectif, l'idée c'est quand même l'objectif premier, c'est d'installer une installation industrielle. Soyons clairs, net et précis là-dessus. L'idée est quand même de profiter hein, de la topologie et du passif de la parcelle pour quand même amener une certaine intégration paysagère. Pour cela, c'est pour ça que nous avons analysé l'existant, faire une étude hein, paysagère par un architecte. Et nous voyons notamment hein, le talus, qui était très bien identifié sur le visuel précédent, qui représente pour nous une opportunité, puisque finalement, elle nous propose un certain foncier qui nous permettrait de végétaliser. D'accord? C'est pour un peu, entre guillemets, casser cet aspect industriel, et c'est vraiment de végétaliser tout du long ce talus pour vraiment permettre hein, je ne vais pas dire de séparer notre foncier de la plateforme, ce n'est pas le but du tout, mais de vraiment proposer, j'ai envie de dire, une alternative qui puisse vraiment proposer cette intégration paysagère et verdoyante, entre guillemets. Tout de même, attendons-nous sur le la vue vraiment macro, hein, on reconnaît bien Ruby et Tredi au fond. Nous sommes sur une installation industrielle. Je vais peut-être en profiter pour m'approcher pour bien montrer les choses. Ce sera peut-être plus simple. Ah, parfait. Je suis pas très bien pour ça. Ah. C'est pas forcément évident. Je vais même me déplacer, ce sera bien plus simple. On va pas forcément me voir à la caméra, mais juste pour décrire hein, très rapidement l'installation. Sur cette partie-là, nous reconnaissons donc les bâtiments qui vont accueillir toute la partie haute tension, donc les différents postes électriques qui vont permettre d'alimenter notre installation, et surtout la grosse partie des électrolyseurs qui vont produire l'hydrogène bas carbone. D'accord? Ensuite, deuxième gros pôle, toute cette partie de bâtiments en haut de notre parcelle qui représente les différents bâtiments d'accueil des travailleurs, mais aussi de stockage des différentes pièces de rechange, éventuels petits produits chimiques plutôt nous avons besoin. Deuxième partie, toujours en haut de la parcelle, sur l'accueil de la logistique. Hein. Donc, initialement, et ça c'est vraiment les premières intentions, les premières réflexions, nous avons mis un pôle logistique de chargement et déchargement des camions, que ce soit pour le méthanol ou pour le CO2. C'est une prévision. Notre objectif affiché et souhaité sur cette partie, c'est vraiment de s'en passer au maximum. Puisque, comme nous l'avons précisé lors de la conférence de la semaine dernière, nous favorisons l'approvisionnement via le train ou via les barges. On ne le voit pas forcément, on voit une petite partie là sur Ruby, hein. On voit très bien leur installation ferroviaire, pour laquelle nous voyons une vraie synergie industrielle d'aller faire appel à nos voisins, notamment Ruby, mais aussi d'autres hein, qui sont sur la plateforme, de pouvoir faire cette logistique par train, notamment en utilisant ces installations industrielles. Pareillement, on le voit très peu là sur le visuel, mais au coin en bas à droite, il y a un appontement pour tout ce qui est chargement et déchargement aussi hein, de méthanol, puisqu'aujourd'hui il y a un déchargement de méthanol qui a lieu sur cet appontement. Forcément, nous produisons de l'électrométhanol, mais comme je l'ai déjà répété lors d'une précédente conférence, il s'agit du même produit, hein, méthanol et électrométhanol, c'est exactement la même composition chimique. Seule la façon de le produire diffère. Et donc, nous avons prévu quand même, et nous favoriserons l'arrivée de l'encodage du méthanol via
Mais dans un souci quand même de prévoir les éventuels aléas que nous aurions, nous avons quand même prévu sur notre parcelle toute cette logistique de méthanol, avec donc, le chargement qui se ferait juste à côté, du stockage donc, de méthanol. Et la grosse sphère que nous pouvons voir aujourd'hui sur notre site concerne le stockage de CO2 qui se fait via une sphère dans laquelle nous recevons le CO2 sous forme liquide, donc cryogénique. Je me permets de m'attarder un petit peu sur le cœur du process finalement de notre usine qui concerne la méthanolation. Je vous ai dit l'hydrogène, le CO2, nous faisons le mélange dans cette grosse unité-là que nous voyons donc avec les différentes colonnes que nous voyons ici. C'est ici que se réalisera le process de méthanolation. On prend l'hydrogène, on prend le CO2, on les mélange, on les comprime, on les met dans une première petite colonne, pas vraiment une colonne, c'est plutôt un réacteur. C'est là-dedans que nous retrouverons le catalyseur qui nous permet de faire la réaction d'hydrogénation du dioxyde de carbone, mélange le CO2 et l'hydrogène, le dihydrogène, pardon, qui nous permet de synthétiser du méthanol. Globalement, dans ce réacteur-là qui est affiché sur le pointeur de la présentation, rentre de l'hydrogène, du dihydrogène et du CO2, sort du méthanol, un petit peu de coproduits. Donc, il va y avoir un petit peu de gaz léger, des petits alcools légers, des alcools un petit peu plus lourds. Et surtout, beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça que derrière, nous allons rentrer dans les colonnes de distillation. Aujourd'hui, nous sommes partis sur un schéma avec 3 colonnes de distillation. Ces distillations sont là pour purifier le méthanol. Donc, séparer le méthanol, notre produit, pour lequel il y a des normes, etc., qui doit être relativement pur, de l'eau, etc. Cette colonne, on est vraiment dans la partie industrielle, comme je le disais au tout début. On est sur la partie industrielle du projet. C'est ici, dans ces colonnes qui ont une hauteur maximum estimée autour de 50 mètres, que va se réaliser la distillation. 2 colonnes d'à peu près 50 mètres, une troisième colonne qui sera plus petite, plutôt autour de 35-40 mètres, selon nos résultats préliminaires. Les études sont encore en cours là-dessus. C'est des colonnes qui vont fonctionner sous vide ou sous pression? Elles fonctionnent sous une toute petite pression. On ne va pas dépasser les 10 bars. Et juste avant, je voulais vous poser la question s'il n'y avait pas de stockage d'hydrogène. Tout l'hydrogène qui sort des électrolyseurs est directement compressé ou envoyé. Aujourd'hui, en effet, la production d'hydrogène se veut complètement dépendante de la consommation de l'hydrogène sur la brique de méthanolation. Aujourd'hui, nous regardons quand même plusieurs alternatives là-dessus, puisque c'est vrai que sur l'hydrogène, finalement, nous sommes dépendants de l'approvisionnement électrique qui doit se faire en continu. Si demain, pour des raisons X ou Y, notamment peut-être une certaine tension sur le réseau électrique, nous serions amenés à baisser notre production d'hydrogène, et donc à baisser notre production de méthanol, nous pourrions envisager de mettre de stockage d'hydrogène. Au vu des réglementations, etc., c'est quand même un scénario très alternatif, pas privilégié pour le moment. Je me permets quand même de vous préciser qu'aujourd'hui, il existe aussi des innovations. Nous sommes en train de les regarder concernant du stockage d'hydrogène sous forme solide. Et pour le moment, c'est vraiment quelque chose que nous ne considérons pas forcément dans le scénario de base actuellement. Nous sommes en train de réaliser la veille technologique, les premières approches technologiques sur cette solution. Elle ne sera pas forcément favorisée dans un premier temps. Pour finir la présentation quand même, une grosse partie ici qui concerne donc, le refroidissement. Les différents process que nous utilisons, que ce soit sur l'hydrogène et essentiellement sur la méthanolation, sont des besoins, sont des process qui demandent de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, notamment dans le réacteur de la méthanolation, la petite colonne que nous avons juste ici, on va monter jusqu'à 280 degrés. Ce qui fait qu'il faudra quand même refroidir après le process. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin, quand même un gros besoin de refroidissement qui se fait par des tours aérofusion. Et vous
partez sur combien de tours pour l'instant en projet? Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre comme ça sur le nombre de tours. Donc approximativement? Je ne suis pas technicien personnellement, je ne sais pas si Lucas a répondu. Non, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'on peut prendre la question. Je pense qu'on va prendre le point et vous répondre. On a la réponse. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez poser la question sur la conservation à la limite. Comme ça, on va vous répondre sur le site de la conservation, comme ça, on va vous répondre pour. Là, sincèrement, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je ne vais pas vous répondre avec ça. Je crois que vous avez dit la hauteur des tours. Oui. 50 mètres. 50 mètres. 50 mètres. Donc, tours à 50 les mètres. colonnes. Ça, c'est les colonnes. Ah oui, pardon. Les tours. Vous avez dit. J'en ai aucune idée. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne vais pas vous dire de bêtises. La partie refroidissement n'est pas mon périmètre précis. Donc, encore une fois, on le voit, une installation industrielle qui nous laisse quand même un certain nombre de places, une place qui est aussi, j'ai envie de dire, qui est contrainte par la réglementation qui nous impose notamment d'avoir nos rayons de cercle de danger à l'intérieur de nos fonciers. C'est pour ça que finalement, tout l'espace n'est pas occupé. On n'est pas sur un foncier qui sera globalement saturé en installation industrielle. Et c'est pour cela que finalement, nous pouvons, entre guillemets, permettre d'aller apporter une certaine intégration paysagère avec l'implantation de différentes espèces végétales, les arbres, etc., pour vraiment permettre de pouvoir proposer, j'ai envie de dire, un premier rideau qui pourrait un petit peu permettre d'intégrer de manière paysagère, de manière plus harmonieuse, l'installation industrielle que nous avons derrière. Voilà. Je pense qu'on peut faire un petit zoom juste derrière. Donc ça, c'est la vue depuis la route départementale 4. Donc, on voit bien hein, ce premier rideau paysager en premier plan avec les différents arbres, etc. Donc là, c'est vraiment des premières intentions. Vous n'allez pas forcément avoir l'arbre en plein milieu du bureau, hein, vraiment en concertation préalable. Hein. Donc c'est des intentions de notre part. Ce n'est pas du tout le projet filé. Là où je m'arrête vraiment, c'est que, je le répète encore, je vais le répéter, sensible. Nous sommes sur la station industrielle. Nous voyons bien les 3 colonnes. Les 2 premières colonnes principales d'une hauteur d'approximativement 50 mètres. Une autre qui est plutôt autour des 35-40. La sphère de stockage du CO2. Je veux dire. Et derrière, il s'agit de l'évent en cas de problématique sur problématique industrielle. On pourrait être amené à éventer de manière très exceptionnelle et uniquement en cas de danger les différents gaz qui peuvent subvenir, essentiellement l'hydrogène. C'est juste un évent, vous ne torchez pas? On ne torchera pas. Ça veut dire quoi, torcher? C'est une torche avec une flamme que vous avez au... On ne torchera pas, oh là là. C'est raffinerie, par exemple. Okay. C'est brûler le gaz. Voilà, oui, les grandes flammes qu'on voit partout. Okay. Je pense que votre question porte aussi sur ce qu'on peut voir sur d'autres sites, notamment sur du côté de Maxstar. Vous ne verrez pas de flammes permanentes à la sortie de cette tuyauterie. Ça, c'est clair, net et précis. Pas de flamme du tout. Pas de flamme du tout. Voici pour les premières intentions en termes d'intégration paysagère. Juste quelques mots sur le bâtiment. Globalement, en cours de définition, nous avons réalisé une première analyse pour tout ce qui est respect des règles de PLU dans le cadre d'urbanisme. Donc ça, nous sommes accompagnés par un architecte. Nos intentions là-dessus, c'est vraiment aussi d'insister sur cette mixité, j'ai envie de dire, d'intégration paysagère et industrielle, et donc d'avoir un bâtiment qui pourrait être un petit peu le symbole de tout ça. De la gestion des eaux de pluie, forcément, des constructions que l'on souhaiterait, des matériaux de construction que l'on souhaiterait le plus durable possible. Mais j'insiste quand même, on est sur une installation industrielle, il y a une certaine règle à respecter. Notamment, on a des problématiques vis-à-vis des cercles de danger qui sont induits par nos installations, induits aussi par les installations voisines, et il est très important et il est prioritaire pour nous, avant tout, d'assurer la sécurité de nos futurs opérateurs. C'est pour ça que
On va, dans la limite du possible, faire un bâtiment qui se votera bioclimatique, à savoir qu'il prendra en compte les différentes contraintes du changement climatique, assurer un certain confort pour nos opérateurs, mais la priorité reste quand même la mise en sécurité de nos opérateurs. La salle de contrôle, pour qui La permet salle de de- piloter les unités, elle va être dans ce bâtiment-là ou c'est un bâtiment direction, achat et ainsi de suite? Alors, pour répondre, en fait, la salle de contrôle, elle sera, je ne pense pas dans ce bâtiment. Ouais. Dans les premières intentions, dans le plan qu'on a fait, ce n'est pas dans ce bâtiment. Parce qu'en fait, comme l'a dit Olivier, la salle de contrôle, elle doit être hors des cercles de danger principaux des installations. Donc, elle doit être vraiment isolée, comme le bâtiment administratif. Mais on ne sera pas à un même endroit. Pas au même endroit. C'est surtout une ségrégation qui est due à l'utilisation de la chose sous salle de contrôle. Dans ces bâtiments, office, j'ai envie de dire aussi, potentiellement le showroom, là où nous avons notre partenaire, les laboratoires, etc. Sur une salle de contrôle qui contrôle tout le busier, quand même une certaine sécurité pour l'année, donc elles seront totalement ségrégées. Voilà, exactement. Une certaine sûreté vis-à-vis d'introduction. Ce bâtiment sera vraiment mis sous contrôle, isolé, et seuls les opérateurs de la salle de contrôle et les personnels autorisés pourront rester. C'est pour ça qu'on préfère le séparer. Vous disiez donc, sur la salle de contrôle, donc un accès spécifique. Elle est prévue tenir les surpressions, la toxicité sous filtre, sous pression et tout ça. C'est ça, pour l'objectif, c'est ça. Et après, il y a d'autres contrats avec des problématiques toxiques, par exemple, d'autres installations. Là, il y a des pièces de confinement spécialisées également. Et sur le bâtiment administratif, là, vous aurez plutôt une pièce qui est prévue pour le confinement. Exactement. Par contre, le bâtiment, lui. Après, c'est des règles qu'on n'a pas encore. Oui. Voilà. Les vitres et tout ça, voilà. Il y a des belles vitres. oui, non, mais bien sûr. Après, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a l'intégration privilégiée et la volonté d'avoir des bâtiments bioclimatiques, mais il y a les contraintes réglementaires et de sécurité, de responsabilisation, qui est la base en fait. Et comme notre objectif, c'est de concilier, d'avoir si possible les mais en gardant forcément la sécurité réglementaire. Non, donc pour ça, en fait, on va jouer sur les modélisations ne sont pas tout à fait terminaires, puisque de toute façon, le projet n'est pas du tout finalisé. Donc, on a une réalisation, une réflexion, attention de la part de la réalisation. Finalement, autant sur la salle de contrôle, parce qu'on n'a pas trop le choix, malheureusement, autant sur la salle du bureau, le bâtiment administratif, le bureau, etc., showroom, etc. Là, on va vraiment jouer sur la présence des différentes salles de manger pour avoir, prévoir un bunker finalement. On va faire en sorte d'avoir un bâtiment relativement léger et qui doit respecter la réglementation notamment sur les salles. On va jouer sur un bâtiment. Sur cette partie du bâtiment administratif, sur la partie risque, qui fait partie, une de nos positions, c'est une de nos règles, c'est de séparer quand même la partie process et la partie administrative. Même si effectivement le bâtiment administratif n'aura peut-être pas eu une de contrôle, il est quand même une de nos objectifs en dehors des cercles de danger principaux. Et donc, pour appuyer le cas, on voit bien cette séparation. L'industrie, donc le nord est en bas à gauche, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, toute la partie nord, vous avez bien vu, c'est là où on a le bâtiment. On ségrègue bien cette partie de la partie industrielle, et notamment le plus loin possible du projet. Par rapport au vent aussi, et par rapport au vent aussi. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire sur l'intégration paysagère. Je laisse place aux différentes questions.
moi j'avais juste si on peut remettre l'autre image, c'est pas vraiment une question, mais c'est Celle-ci? ouais, celle-là. Je trouve qu'il y a un choix là qui a été fait sur ce bâtiment du bureau, hein, c'est ça, de le tourner vers l'extérieur, si je crois, c'est la RD4 qu'on voit qui est devant, hein, c'est ça, ouais. De le tourner vers l'extérieur, vers la RD4, alors que tout le reste de la plateforme est vraiment tourné vers l'intérieur. Presque comme si il y avait une recréation d'un front urbain un petit peu. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a une attention intéressante. Je ne sais pas s'il y a un choix vraiment derrière ou c'est voilà, une question comme ça, un peu naïve. La façade sur la CD4 est bien parce que l'entreprise par rapport à la voie de circulation. Et avec un peu de chance, tout ce qui va être zone ATEX explosive, le bâtiment sera nul, sera fermé. Je pense qu'il y a aussi ça aussi. Par rapport aux zones de danger potentiel, place les ouvertures également aussi de l'autre côté pour séparer ici. C'est pas qu'un choix paysager, c'est un choix aussi de sécurité. Il y a les deux. On va te la vue sur le plan. C'est sympa, ça. Alors après, mais quand même un petit là. Aujourd'hui, on a réalisé ça à l'état de connaissance de notre projet. Bien entendu, on va être amené à bouger en fonction des modélisations sur tout ce qui est réglementaire, sécurité, cercle de danger, toxicité, etc. Aujourd'hui, c'est notre intention. Et en effet, pour abonder sur votre point, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un bâtiment représentatif de notre mission de décarbonation. Tourner vers l'extérieur. Tourner vers l'extérieur, tout à fait. À confirmer en fonction de l'avancement des différentes études. Je pense que le service urbanisme de la commune suivra nous aussi. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie rénovation paysager? Une question aussi très naïve. Est-ce que le choix de la végétation elle est aussi conditionnée par les risques en fait? Des espèces plutôt comme ci, comme ça? Par rapport au risque du projet, que pourra engendrer le projet. Alors, pas forcément, il n'y a pas forcément de lien entre, je dirais, les risques et la biodiversité. Par contre, il y a un lien, l'intégration paysagère, elle intègre aussi les besoins en biodiversité, que ce soit de compensation sur site, également de recréer des habitats pour les espèces naturelles. Il n'y a pas de lien avec les risques, mais l'intégration paysagère, au-delà de effectivement d'avoir la verdure, si je puis dire, c'est vraiment de garder les maximums de biodiversité qu'il y avait sur le site, à l'intérieur du site, et de recréer des espaces de vie pour ces espèces. Mais en termes de risque, par rapport au risque, non, il n'y a pas forcément de lien entre le cercle de danger et la biodiversité. Juste une petite conclusion sur cette abordation sur les espèces. Globalement, il y a règles de bonne pratique, et je pense même qu'il y a des aspects réglementaires, mais ça, je ne peux pas dire plus carrément. Ce doit être sur des espèces locales, maximum. C'est l'intégration des espèces faune locales, justement, pour ne pas perturber la biodiversité actuelle et future. Et effectivement, on ne peut pas non plus implanter, je dirais, une espèce parce qu'elle serait plus jolie qu'une autre, en termes d'intégration paysagère, alors on aurait visuellement un meilleur rendu visuel qu'une autre. Si elle n'a pas de lien effectivement localement, si elle n'est pas présente localement, il n'y a pas d'intérêt, effectivement, réglementairement parlant, on n'a pas le droit et puis ça n'aura aucun sens. Donc, ouais, ce n'est pas un choix d'implantation de n'importe quelle végétation, on se doit respecter la végétation environnante du site. J'ai une question. Il y a une charte paysagère sur la plateforme, déjà? Beaucoup de paysages. Non, mais Non, il n'y a pas beaucoup
d'arbres qui sont plantés sur la plateforme. Donc, Je pense que sur la plateforme, non. Après, il y a eu. Oui. par contre, il y a une entreprise qui s'occupe de l'entretien de la nature, quoi. Et il y a une entreprise qui a fait une prestation pour tailler les arbres, les entretenir, les boutons qui viennent tondre certaines pelouses, des choses comme ça. Même chez Excel, ils utilisent bien ces tondeuses-là. C'est super. Panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments, vous êtes autorisé à en mettre, ça se passe comment? Nous sommes en train de nous poser la question. C'est une volonté. C'est une volonté de notre part. Encore une fois, un bâtiment qui se veut représentatif de notre mission. Forcément, sur tout ce qui est gestion raisonnée, je vous ai parlé de gestion raisonnée de l'eau, etc. Forcément, sur l'aspect énergétique, ce sera bien. Après, le débat de bas, vous savez très bien ce qu'on a pu afficher sur les différentes conférences. Nous avons des besoins énergétiques, notamment l'électricité, qui sont assez conséquents. On aura beau mettre tous les panneaux photovoltaïques sous le moindre centimètre carré du foncier présent, ce sera pas en autoconsommation, c'est clair et net. Nous avons étudié la chose. C'est vrai qu'il y a une conformité réglementaire. Pour le moment, nous avons juste regardé le PLU. On n'a pas encore mené les études qualifiées pour vraiment valider ou non la présence de panneaux photovoltaïques. Pour vous répondre clairement, on va étudier la chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait. Nous allons étudier la chose. Là, pour le coup, il y a un lien avec les risques, puisque du coup, il faut regarder aussi la compatibilité des panneaux photovoltaïques aux potentiels risques auxquels ils sont exposés, voir si c'est compatible. Et ça parle effectivement de l'étude. Effectivement, on se pose la question et on va étudier Justement, excusez-moi. Dans certains cas, même sur des bâtiments de logistique, s'il n'y a pas de risque du tout, les assureurs ont refusé. Voilà. Il n'y avait pas de risque, mais industriel ou quoi, à texte, et l'assureur a mis son rôle. Oui, globalement, oui, c'est une contrainte supplémentaire. Voilà. Et je pense que en tout cas, c'est comme ça que nous déroulons notre réflexion sur ce projet. C'est tout d'abord, nous sommes une industrie, nous sommes intégrés au fonds industriel, un certain nombre de risques industriels que nous devons regarder en priorité. Ensuite, nous allons attaquer les sujets sur l'intégration paysagère finale, l'optimisation énergétique de bâtiments. Énergétique, toute optimisation sera à la condition sine qua non qu'elle soit en cohérence et en accord avec la réglementation que nous sommes soumis. On passe au paysage au paysage et l'environnement. Effectivement, donc Olivier on a parlé, c'est de l'intégration paysagère. Elle se doit aussi de prendre en compte les aspects de biodiversité. Et donc, quand on parle effectivement de biodiversité, on parle en fait de toutes les espèces qui se sont réintroduites sur le site. Voilà, comme j'ai dit, c'est une industrielle. La végétation reprend ses droits. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de prendre en compte tous ces aspects de biodiversité. Et pour évaluer ça, on avait besoin de réaliser on appelle un inventaire 4 saisons, donc un inventaire faune-flore, sur un cycle complet, qui a été donc démarré en octobre 2022 et finalisé à peu près à la même période en 2023, et qui a permis en fait de recenser les différentes espèces d'habitats naturels, la faune, la flore, sur le site, qui se sont réintroduits. Et donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait l'état initial,
c'est d'identifier les enjeux et démarrer ce qu'on appelle la séquence ERC pour éviter, réduire, compenser. L'objectif, c'est, dans un premier temps, voilà, d'éviter au maximum de minimiser les impacts du projet sur la biodiversité, la faune, la flore. Donc effectivement, la première étape, c'est l'état initial, l'instant zéro, donc avant la réalisation. Donc c'est pourquoi on a mandaté un bureau d'études spécialisé, donc Aegis Environnement, qui a réalisé effectivement pour nous cet inventaire faune-flore. L'inventaire, il se base en fait, donc précédemment, il y a déjà un inventaire qui avait été effectué, mais sur une aire d'études un peu plus étendue. Cet inventaire, il date de 2014, donc il est assez, en tout cas pour nos besoins, un peu trop ancien. Et donc on avait besoin en fait de réactualiser en fait cet inventaire et surtout de le préciser et qu'il soit un peu plus défini sur l'aire qui nous intéresse nous, sur l'aire de notre site et non pas l'aire étendue. Donc on avait besoin d'actualiser et de préciser l'inventaire. Cet inventaire, pour réaliser cet inventaire, Aegis a suivi une certaine méthodologie, certaines étapes. La première, c'est, dans un premier temps, une analyse documentaire en se basant sur différentes bases de données qui existent, différents sites, différentes bases de données sur la biodiversité, qui ont permis en fait de recenser les potentielles espèces qu'on pourrait rencontrer sur le site. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça a été la réalisation de l'inventaire, qui a permis vraiment là de définir concrètement les espèces présentes sur le site. Donc les habitats naturels, la faune, la flore, les oiseaux, les chiroptères, amphibiens, tout type d'espèces qui sont présentes, qui pourraient être présentes sur le site. Et la troisième étape, une fois qu'on a fait l'inventaire, c'est finalement d'évaluer les enjeux par rapport à la biodiversité, par rapport à l'impact du projet sur la biodiversité. Donc, on a parlé l'aire d'étude. En fait, l'objectif, c'était pour nous de définir et comprendre en fait vraiment le contexte écologique autour du site, dans un rayon à peu près de 5 km environ. Et en fait, on voit que sur cette aire d'étude, on a différentes zones qui présentent quand même un intérêt écologique. On a on a un site Natura 2000 qui est de l'autre côté du Rhône. On a des zones naturelles d'intérêt écologique. On a des parcs nationaux, régionaux. On a des réserves naturelles. On a aussi des continuités écologiques, des trames vertes et bleues. Donc, on voit bien que le projet Emerald, qui s'insérerait dans la plateforme, elle s'insère quand même dans un contexte écologique existant. Mais l'étude d'Aegis nous a montré que, cependant, à l'échelle locale et à l'échelle de notre projet, le projet Emerald n'interfère pas avec les zones d'intérêt écologique, puisque justement, étant placé, on va dire, de l'autre côté du Rhône, les couloirs écologiques sont de l'autre côté du Rhône, sont plutôt du côté du site Natura 2000. Et d'autant plus que les passages secondaires, les axes secondaires, sont plutôt au sud de l'aire étendue, donc au sud du cercle bleu. Donc, il y a effectivement un contexte écologique avec un intérêt écologique autour, mais qui est plutôt de l'autre côté du Rhône. Ceci dit, la SNIAF borde le site. Oui, c'est ça. Borde le site. C'est ça. Partie verte, c'est des verts. Oui, c'est ça. Alors, sur les habitats naturels, comme on
précédemment, le site était en fait une ancienne friche industrielle, une ancienne carrière plutôt. Donc plutôt une zone enfrichée avec présence de quelques fourrés et surtout de la pelouse finalement qui a revégétalisé cette carrière-là. Et donc sur l'aire d'étude, en fait, il y a 7 grands types d'habitats moins naturels qu'on a rencontrés. Principalement ancienne carrière en friche, de la pelouse, quelques fourrés et quelques voiries, habitats dans bâtiments industriels très légers. C'est principalement, on le voit sur la carte, une ancienne carrière. Sur ces 7 grands types d'habitats, qui est très anthropique, aucun d'entre eux n'est évalué comme d'intérêt fort, ou un enjeu fort. Donc un faible enjeu finalement de conservation, et d'autant plus que sur la partie on va dire, zone humide, il n'y a pas eu de zone humide recensée sur la parcelle. Donc plutôt de manière générale, un faible enjeu sur la partie habitat naturel. C'est une zone qui est très très drainante ou c'est très sablonneux. Oui, c'est ça. Tout ça. Rocailleux, sablonneux. Ce qui du coup découle sur la partie finalement les enjeux floristiques, qui finalement ne présentent pas une forte diversité sur la partie floristique. La diversité végétale rencontrée, elle est plutôt assez faible de manière générale. Il y a quand même, on a quand même certaines espèces exotiques envahissantes qui, alors, pour le coup, présentent plutôt un enjeu pour le porteur de projet de non-propagation de ces espèces qui sont envahissantes. Sinon, sur la partie espèce, certainement quand même d'espèces végétales ont été recensées. Aucune espèce patrimoniale protégée n'a été recensée sur la parcelle. Il y a quand même tout de même présence de 3 espèces déterminantes pour zone naturelle d'intérêt écologique. Donc il y a quand même 3 espèces déterminantes, mais aucune espèce protégée ou patrimoniale. Donc, c'est en général dans un enjeu assez faible ou moyen sur la partie. Vous pouvez spécifier quel type de plan vous allez dire? J'allais le dire plus tard, mais là, je peux le spécifier aussi. Je vais le dire plus tard dans la synthèse. Sur la partie faune. Alors, effectivement, sur la partie faune, il y a différents types d'espèces qui ont été recensées. Donc, sur la partie, principalement, surtout sur la partie avifaune, donc les oiseaux, avec 7 espèces qui sont dites nicheuses sur le site et 2 espèces non nicheuses sur le site. Sur la partie amphibien, alors lors des inventaires que nous, Aegis a réalisés, il n'y a aucune espèce d'amphibien qui a été inventoriée, bien que sur les anciens inventaires, de 2014, il y en avait. Sur les inventaires que l'on a réalisés, il n'y en a pas recensé. Sur la partie reptiles également, donc 2 espèces qui ont été contactées lors des différents passages, le lézard des murailles et la couleuvre verte. Sur la partie insectes, aucune espèce protégée n'a été recensée. Il y a 2 espèces qu'on termine comme patrimoniales, la Truxaloxitane et le Trichelichum qui ont été recensés sur le site. Sur la partie mammifère, une seule espèce terrestre a été contactée, c'est le lièvre d'Europe. Compte tenu des observations, ça représente plutôt un faible enjeu. Et sur les chiroptères, l'aire d'étude, en fait, le site ne présente pas d'intérêt, ne présente pas plutôt un habitat favorable pour ce type d'espèces. Et même en termes de zone de transit, c'est une zone de transit assez faible sur la partie également chiroptère. Donc, de manière générale, je pense que c'est la slide d'après. Voilà, donc on a quand même
plusieurs espèces à enjeux régionaux, certaines protégées qui ont été recensées sur le projet. Donc, les 3 espèces floristiques, c'est, pardonnez-moi les termes, l'Ophrys aranifera, le Sénonceau de France et la Lupicilier, qui sont les 3 espèces floristiques. Et sur les espèces d'oiseaux, enfin sur la faune, donc les 9 espèces d'oiseaux, certaines protégées également, espèces d'amphibiens. Alors, juste peut-être une précision sur le recensement qui est fait là, il est peut-être un peu différent que celui présent sur le site ou dans le dossier de concertation. C'est normal, puisqu'en fait, les inventaires ont été mis à jour, et par rapport au dossier de concertation et pour les sites, il a été en fait finalement mis à jour et actualisé. Mais de manière générale, voilà, il y a effectivement des enjeux avec des espèces régionales protégées, surtout sur la partie faune, qui doivent être pris en compte sur la partie biodiversité. Donc, une fois que, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois que on a l'inventaire, l'objectif finalement, c'est de minimiser l'impact du projet sur ces espèces. Et pour ça, on utilise la démarche ERC, donc pour éviter, réduire, compenser. Où là, en fait, prioritairement, on va essayer d'éviter les atteintes à l'environnement. Ça, c'est par exemple l'adaptation du projet, dont on parlait tout à l'heure, avec une interaction paysagère, de risque, mais voilà, d'évitement aussi des zones qu'on a vues précédemment, les zones des espèces protégées. À défaut, si on ne peut pas les éviter, c'est de les réduire au maximum. Donc, une mesure de réduction, ça peut être créer des aménagements spécifiques à certains endroits. Ça peut être adaptation de la travaux également, pour réduire en fait, l'impact du produit sur la faune et la flore. Et en dernier recours, c'est vraiment en dernier recours, si les mesures d'évitement et de réduction ne sont pas suffisantes, de compenser. Alors, en allant soit faire de la compensation sur site, mais également de la compensation hors site, pour recréer un espace pour les espèces qui étaient présentes. Et en fait, tout l'objectif de cette démarche ERC, c'est en fait de trouver un équilibre entre le développement humain et industriel et la préservation de l'environnement. Excusez-moi, j'ai une question. Tout à l'heure, dans la diapo, vous parliez du crapaud. Ouais. Ouais. Et il avait été identifié dans quel secteur? La planification, on ne voit pas apparaître. C'est ce que je pense. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il n'a pas été identifié cette année-là. Voilà, cette année. Sur d'autres inventaires, il a été identifié. Mais Egis, quand on a fait ses inventaires, il ne l'a pas. Par contre, on le prend en compte. Par contre, il avait été identifié en 2014, mais le périmètre était plus grand. C'est est-ce ça. que c'était, vous savez où est-ce qu'il avait été identifié en 2014? Si c'était sur votre secteur ou sur la partie nord? Je ne le sais pas, mais je pourrais le savoir. Je pense qu'on peut le noter. Parce que ça peut être intéressant, vu que vous parliez tout à l'heure de la partie colline. Exactement. Donc, le changement de niveau et de maintenir donc, un corridor vert. C'est ça. Qui pourrait aller de voisins crédits, qui eux aussi, dans les présentations, ont une démarche de suivi environnemental, faune, flore, pour qu'il puisse y avoir un corridor pour les animaux pour partir du sud vers la zone et pouvoir monter chez Osiris. C'est pour ça qu'en fait, partie boisée aussi. Le talus qu'on a vu dans le slide précédent, il y a plusieurs intérêts. Il a un intérêt aussi sur la partie biodiversité, couloir de passage écologique également. Il a d'autres intérêts sur la partie risque, création paysagère. Mais sur la partie biodiversité, il a aussi un intérêt pour nous important. C'est pour ça que dans tout ce qu'on présente et ce qu'on étudie, on souhaite le garder pour ses intérêts aussi de biodiversité par rapport à Sachant qu'il n'avait pas été
évidemment, c'est pas un grand corridor, mais c'est pas un corridor qui avait été identifié dans le PLU, par exemple. C'est quelque chose qu'on recrée presque comme un corridor nouveau, on va dire, un prolongement de ce qui existe. On ne sait plus dans la synergie industrielle, mais dans la synergie paysagère sur la plateforme. Donc voilà, ici on voit effectivement différents, sur la partie mesures RC, différentes mesures qu'on a en tête, qu'on étudie pour minimiser l'impact du projet sur la biodiversité. Donc on a dit adaptation du projet dans un premier temps, pour éviter au maximum de biodiversité, de réduction en adaptant la perte des travaux, en mettant en place des barrières anti-barrières pendant cette phase de travaux, des dispositifs d'intervention. On a parlé à lui contre les espèces exotiques envahissantes également. Et le dernier recours, de recréer des zones d'habitat favorables, que ce soit sur site ou hors site. Et sur cet aspect définition des mesures RC, on ne fait pas seul. Aegis Environnement qui a réalisé pour nous l'inventaire. Notre objectif, c'est qu'effectivement, ils nous suivent sur cette partie-là de définition de l'accompagnement sur les mesures d'évitement, de réduction de compensation. Dans la continuité de leur inventaire, ils ont aussi l'expérience, le retour d'expérience sur ce qui marche, ce qui peut pas marcher. Et en fait, on est dans une démarche de co-construction avec eux sur cette partie-là aussi, de retour d'expérience sur ce point-là. Et de manière plus macro et plus générale, en fait, c'est une démarche, on va dire, encore en entonnoir. Dans un premier temps, effectivement, se base effectivement sur le cadre réglementaire, la réglementation, notamment les discussions avec la BRL, qui a commencé à avoir sur l'intégration paysagère et le respect de la biodiversité. Ça, je veux dire, c'est le premier socle. Et rien que sur cet aspect-là, ça, c'est ce qu'on doit faire, notamment dans la partie étude d'impact, l'impact sur la biodiversité. L'étude d'impact qui va être une des pièces de notre dossier de notre demande d'autorisation d'exploiter, qui va être instruite par la BRL. Mais au sein d'Élise, on souhaite aller aussi au-delà. Par exemple, et à l'initiative d'Élise, on a sollicité une autre institution, l'autorité environnementale, qui, elle, se focalise peut-être un peu plus sur la partie étude d'impact. Et donc, on les sollicite pour avoir leur avis sur la complétude en fait, de notre étude d'impact et savoir si qu'on propose, qu'on a étudié, semble suffisant pour eux ou s'il faut qu'on aille plus loin. Donc, sur cette partie réglementaire, on va au-delà de la réglementation pour avoir l'avis de l'autorité environnementale. On s'appuie ensuite aussi sur des acteurs de la biodiversité, des experts, des spécialistes, que ce soit Aegis Environnement. On discute aussi, on a commencé une discussion aussi avec des acteurs spécifiques, le conservateur d'espèces naturelles, qui va nous aider à définir des mesures d'évitement, de réduction, de compensation même, plus approfondies, plus spécifiques, plus pertinentes aussi peut-être. Mais aussi ce qui se fait finalement en local, que ça soit avec le GIE, que ça soit avec Inspira, effectivement aussi de l'autre côté. Mais notre volonté aussi, c'est aussi ça serait effectivement discuter avec des associations dans l'objectif, c'est eux aussi qui connaissent effectivement les problématiques locales et donc on souhaite aussi s'appuyer et discuter avec eux sur comment intégrer au mieux le projet et réduire au maximum l'impact du projet sur la société, d'autres industriels, lesquels, sa globalité. Donc là, c'est une démarche vraiment de ne pas se contenter du cadre réglementaire uniquement, mais de s'appuyer sur l'entonnoir
d'aller au-delà avec des acteurs spécifiques, des acteurs locaux, le site Natura 2000. Discuter, d'échanger avec eux sur la meilleure intégration, la meilleure mesure finalement de l'ERC à prendre en compte pour le projet. Le respect, la En écho à ce que vous venez de dire, lors de notre étude de contexte en Gérant, on a rencontré le directeur du SCOT et ils ont une démarche très forte sur la question de la biodiversité. Ils avaient pris en charge, on va dire nous-mêmes, cette veille. Alors, je ne suis pas tout à fait certaine à 100%, mais de ce que j'ai compris, c'est que justement, l'association Rive Nature est portée par le SCOT, enfin a été portée et créée grâce à ce SCOT, à plusieurs collèges, et est vraiment spécialisée sur cette veille de la biodiversité sur l'ensemble du territoire SCOT, mais celui-ci en fait partie. Et je vous invite peut-être à aller vous rapprocher de ce réseau parce que manifestement, ils ont une démarche extrêmement expérimentale et innovante. Voilà. Quelque chose de plus que moi. On parlait du vice-président du COP, Oui, c'est ça. Du directeur. Tout à l'heure, dans la diapo, il y avait des espaces invasives. J'ai pas c'est quoi comme espèce? Alors, je peut-être pas dans l'ambroisie, mais mais du Japon, des choses comme ça. revenu du Japon, je ne crois pas. Je pense que c'est l'autre. ambroisie. C'est le Romini Poacacia. D'accord. Parce que l'ambroisie, l'ambroisie, c'est en formation. Les moutons mangent ça et du coup enlèvent complètement. Ouais. Méthode très naturelle, qui marche 100%. Ça a déjà été texté, expérimenté. Sur la partie de l'espèce invasive, l'objectif, c'est vraiment de veiller à ce que même pendant la phase travaux, des choses comme ça, on n'étende pas, on va dire, cette espèce. J'ai une autre question, c'est sur la gestion de l'eau de pluie. Donc j'ai vu que vous aviez un accès par la CD4 qui était extérieur donc à la plateforme. Donc voilà, je poserai peut-être une question sur la sûreté tout à l'heure. Et donc c'était au niveau de la gestion de pluie, donc vous avez un peu de voirie. Donc l'eau de pluie des voiries, elle va être traitée comment? Parce que moins basse comme vous. Et puis comment vous gérez l'eau de pluie des bâtiments? Et des parties. Donc, sur l'accès. L'accès que vous avez pu voir, qui est existant, celui-là ne sera pas potentiellement sur la tâche chantier, et encore, ça va montrer. Tout globalement, nous sommes intégrés à la plateforme de GeoZS. Donc, tout passera par le GeoZS. Et ils ont les accès, la sûreté, et c'est aussi une des raisons, une synergie industrielle qui existe à s'intégrer à la plateforme de GeoZS. C'est toute l'offre de services qu'amène la plateforme, justement, sur la sûreté, sécurité incendie, etc. Et accessibilité contrôlée à la plateforme. Nous passons forcément par l'entrée du GeoZS. Il n'y aura pas d'accès public ou des opérateurs d'Élysée Énergie depuis RDK. De toute façon, étant donné que c'est une voie relativement passante, je pense qu'on n'a pas pu le voir, puisque c'est premier élément de réponse. La deuxième question, c'était sur les eaux pluie. La gestion des eaux de pluie de voirie, et puis après les eaux de pluie des bâtiments. Alors, sur les eaux pluviales, encore une fois, je commencerai toujours par vous dire, c'est en cours d'étude. Les premiers éléments que nous avons, ce que nous sommes en train de considérer, qui a fait l'objet de plusieurs discussions justement avec le GIES, c'est qu'aujourd'hui nous allons prévoir un bassin qui va récupérer ces différentes eaux de pluie. Associé à cela, des huileurs, des canteurs, obligatoires. Parce que, forcément, vous avez bien qu'à voir sur l'intégration d'étagères, quelques voiries qui seront prévues sur le site.
bassin mis en attente pour des échantillons, des contrôles continues. Voilà, ça, je ne sais plus comment, je pourrais vous faire plus tard là-dessus. Si c'est conforme, on envoie vers la station de la STEP, excusez-moi, je parle de l'eau, la station de traitement des eaux de la plateforme. Si, et seulement si, encore une fois, c'est conforme à ce que peut recevoir la STEP. Nous sommes en train de discuter avec le généalogique pour bien évaluer ce qu'ils peuvent recevoir. C'est qu'ils sont en capacité de recevoir, que ce soit au niveau quantitatif, quel volume ils peuvent recevoir en heures, etc. Et qualitatif, quels sont les composés qui surveillent et qui sont capables de traiter avec leurs installations existantes. Si demain, il s'avérait, et encore une fois, c'est un gros si, qu'ils ne sont pas en capacité de le faire, nous allons travailler avec le généalogisme pour mettre en conformité, enfin, je ne vais pas dire en conformité, c'est faux, pour mettre à jour leurs installations pour pouvoir recevoir nos eaux pluviales. Et enfin, un dernier élément de réponse sur la gestion des eaux pluviales de toiture. C'est ça votre question. J'ai envie de dire 2 mots lors de l'intégration des EGR. Globalement, on est sur toujours notre volonté d'aller dans le sens de notre mission, et donc d'optimisation. Là, nous réfléchissons, nous avons un souhait de faire de la récupération d'eau pluviale pour tout ce qui est les utilités sur l'arrosage, etc. Vous avez pu voir que nous avons un certain nombre d'espèces vertes qui sont prévues, que nous souhaiterions mettre en place. Ça devrait servir à ça. D'accord. En tout cas, nous allons optimiser cette utilisation. Et je ne crois pas qu'il y avait d'autres questions. Je te répondu. Je ne voulais pas revenir sur la partie accès, peut-être qu'il y a des contraintes de sûreté ensuite. Avoir un deuxième accès plutôt pour la partie de sûreté. Aujourd'hui, l'emplacement n'est pas défini, mais il y aura sûrement un deuxième voilà, en termes de sûreté et de sécurité. Un deuxième accès pompier. D'accord. Là, c'était pour savoir si, par rapport, par exemple, il y a l'entreprise Excel qui dépend de la plateforme, on va dire. Ils ont un accès spécifique pour leur personnel. Par contre, à l'intérieur, il y a un accès véhicule qui est fermé. Et voilà, par rapport à la sûreté, il ne faut pas que les gens puissent circuler d'une entreprise à l'autre. Comme ça, passer par le poste de garde d'Osiris. Tout à fait. Ce qui n'exclura pas qu'à l'entrée de notre site, il n'y aura pas quelqu'un qui sera là pour le gardiennage de notre site en Paris, juste pour contrôler qui rentre sur notre frontière. Ça, c'est des éléments où nous avons commencé des discussions, mais la sûreté générale et l'accessibilité, forcément, passera par le GIOSIS. Question. C'est plus sur la séquence éviter, réduire, compenser. Comme Valérie, je me fais un peu le relais de questionnements qu'on a pu glaner pendant le contexte d'acteurs qui ne se sont pas malheureusement exprimés pendant la concertation. La première question concerne la séquence évitée. J'ai bien compris que c'était avant tout une adaptation spatiale de projet pour éviter les zones où il y aurait potentiellement des espaces protégés. Première chose, du coup, on a évoqué le talus, qui serait limité pour regarder ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis l'autre question qui va dans le même sens, c'est est-ce que vous avez des retours d'expérience, d'autres cas, d'usines comme ça qui ont fait ça? La question que je me pose, et qu'on m'a posée aussi, mais c'est est-ce que ça peut être efficace, ces mesures d'évitement, quand on sait qu'on est à proximité d'une usine, hein, c'est quand même l'idée de faire une usine avec forcément un peu de nuisance sonore, etc. On sait que la bifaune, notamment, elle est quand même sensible au bruit, sur les notifications, etc. Bon, est-ce que c'est pas une mesure pour faire joli, mais derrière, est-ce qu'ils vont vraiment rester, quoi? Enfin, voilà, c'est un peu la question. Je me pose ça pour la bifaune, surtout. Voilà. Première question sur éviter, puis sur compenser, c'est un peu plus savoir si vous avez pu. C'est des choses aussi qu'on nous a beaucoup évoquées pour l'étude de contexte, la complexité dans le secteur à avoir accès à des espaces de
compensation, parce qu'effectivement, il y a une concurrence avec toutes les industries autour, chacun cherche sa zone de compensation, c'est pas évident. Est-ce que vous avez pu un peu avancer déjà là-dessus? Sur la partie mesure d'évitement, vous avez tout à fait raison. Ça ne sert à rien de proposer une mesure d'évitement. Alors, c'est plutôt effectivement le fait entre les victimes qui peuvent être gênés par le bruit, par la présence humaine. Sur le site, on n'a pas d'arbre à fort enjeu, mais ça pourrait être un exemple. Ou typiquement, si vous faites un bâtiment, vous dites j'évite l'arbre, là j'ai mon bâtiment à 5 mètres à côté. Traitement pour éviter les nuisances, et on gênera toujours, même si on a évité la mesure sera complètement différente. Sur la partie mesure RC, nous, on s'appuie sur l'expertise. On va s'appuyer sur l'expertise des gestes environnement et des acteurs vraiment spécialisés pour définir des mesures qui soient pertinentes. Et aussi, ces mesures, après, elles vont être discutées et présentées à l'ADREAL, à l'autorité administrative, qui va, elle aussi, donner effectivement un retour sur est-ce que c'est pertinent ou pas. Donc effectivement, il y a l'aspect spatial. On a parlé de la zone talus, il y a une zone aussi du sud, à la pointe sud également. Et ensuite, il y a, on a parlé d'Olivier, si elle on va aussi, en fonction des évolutions du projet, on parlait de l'aspect logistique au nord du site. Voilà, les discussions sur vraiment réduire ces aspects logistiques, et bien en fait, ça peut aussi réduire et l'utiliser pour la partie biodiversité. En fait, on a plusieurs zones qui sont qu'on a en tête pour l'aspect biodiversité. Et l'aspect compensation. Donc en fait, effectivement, comme on l'a vu, c'est vraiment en dernier recours. Cependant, il faut l'anticiper. Sur ces aspects-là, on a effectivement des discussions en tête sur le foncier. Il y a effectivement des sites écologiques qui présentent, qui pourraient correspondre à nos besoins de compensation qu'on a déjà identifiés. Et sur vraiment l'aspect identification de foncier, on travaille, notre volonté c'est de discuter avec effectivement, que ce soit des ou d'autres acteurs qui sont spécialistes dans l'identification de foncier pour de la compensation. Donc on a commencé à nécessiter. C'est une question. Justement, si tu voulais dire un peu. Avant de laisser légalement conclure, on a un événement donc la semaine prochaine, pas hyper visible, mais sur l'intégration dans l'environnement au sens large, ce sera plutôt sur l'intégration de l'environnement économique, dans l'écosystème aussi local, dans les dynamiques qui existent. On va travailler aussi sur les synergies, la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir. Je serai déjà un participant sûr. Donc, je crois qu'on a un peu plus d'inscrits la semaine prochaine. Dans 2 semaines, il y a le forum de clôture qui sera également ici. Il y a un temps avec les étudiants qui sera fait avant la fin de la concertation et un stand mobile sur le marché de l'Océanière le 9 février. Il y a son site internet qui est disponible. À ce jour, il y a 5 contributions sur le registre numérique. Il y a un cahier d'acteurs qui a été déposé, c'est pour les personnes morales, pour qu'elles puissent déposer un avis en tant que collectif. C'est celui du syndicat mixte du Rive du Rhône qui a été déposé. La messagerie vocale, qui est une autre modalité de contribution, pour l'instant pas fait l'objet de contribution.
Et sur le site privé, évidemment, tout retrouver. Je pense que j'ai fait le tour des prochaines modalités. Est-ce que J'ai envie de dire que dit notre valeureux participant pour cette concours avec Je vous remercie des réponses que vous avez apportées à nos différents questionnements. Vous avez bien éclairci et développé ce secteur-là. Voilà. Je suis aussi à la commission urbanisme, donc c'est vrai que le bâtiment en tant que tel va nous intéresser par rapport à la vitrine, l'intégration, et puis par rapport aux bâtiments des entreprises qui sont installées, qui sont très anciennes, ça sort du contrôle. Donc si ce n'est pas qu'un projet et que ça se concrétise, ça serait super. En tout cas, sur ce bâtiment-là. Après, c'est vrai, l'intégration au niveau des niveaux des bâtiments industriels, c'est autre chose. Et donc après, c'est vrai qu'on appréciera qu'il y ait une rupture sur des faites de peinture simplement, mais sur des bâtiments qui sont longs, qui ont une certaine hauteur, de pouvoir jouer sur l'apparence pour éviter d'avoir un monolithe qui c'est intéressant de jouer là-dessus. Voilà, à ce niveau-là. Après, au niveau environnemental, moi, ce que je vois bien, ça serait un corridor qui puisse, que sur la partie nord aussi, il y a quand même une forêt de faux acacias, parce que chez nous, ça prend plus le pas que sur le bras. Donc, ça permet à la faune et à la flore de pouvoir circuler entre que dans la zone naturelle. C'était mon intérêt par rapport à ce que j'ai pu voir dans les différentes religions, soit l'énergie, l'eau, partie environnement, intégration paysagère. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Je ne sais pas si j'ai pas autre chose. La dernière fois, c'était l'intercommunalité. Je crois qu'il y a monsieur le maire qui s'est noté. Ah oui, Il s'est noté j'espère qu'il sera. En tout cas, merci. C'est vrai que c'était intéressant parce que vous avez un regard à la fois dedans et dehors. C'est intéressant aussi, ça, parce que vous la connaissez bien. En tout cas, moi, je souligne quand même la volonté, après, effectivement, à voir concrètement mais du corridor à sa mesure, hein, mais de se dire peut-être que la plateforme peut aussi changer un peu enfin, je ne trouve pas le mot, mais de look, entre guillemets, et commencer à initier quelque chose aussi via ce corridor, via d'autres bâtiments, et se dire qu'on peut aussi aller vers d'autres types d'images de plateformes industrielles. D'images et de fonctionnalités écologiques. Voilà, exactement, oui, et cette fonctionnalité écologique est vraiment intéressante. Ouais, vraiment. Donc, je vais dire bravo en tous les cas sur cette volonté. En fait, hein. C'est quand même. Initialement, en fait, nous avions, lors de notre étude de contexte écologique, Alors, on va couper là. Hein, okay. Ouais. Là, on est là.